Vous pensez qu'avec l'arrivée des grands froids, votre tas de compost entre en hibernation jusqu'au printemps, ne devenant plus qu'un bloc de glace inutile? Généralement, les jardiniers se résignent et laissent la matière organique geler. Et si je vous disais que l'hiver n'est pas une fatalité, mais une chance unique de produire l'élément le plus précieux, le véritable or noir pour votre potager, et qu'un tas bien géré peut littéralement bouillir de l'intérieur, même si vous avez de la neige jusqu'aux genoux. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le processus de A à Z. Comment démarrer et maintenir un compost chaud en plein hiver? Quels sont les secrets des jardiniers experts? Et comment éviter les erreurs fatales qui transformeraient vos déchets organiques en un tas de glace gelée? Restez avec nous, ça va chauffer! Avant de commencer à construire notre usine à engrais hivernale, rappelons brièvement ce qu'est le compost. Ce n'est pas juste un tas de déchets, c'est un organisme vivant et respirant, une véritable métropole pour des milliards de micro-organismes, bactéries, champignons et autres petits travailleurs infatigables. Ce sont eux qui transforment la matière organique en humus nutritif. Et comme tout être vivant, pour être actif, ils ont besoin de 4 éléments essentiels, de la nourriture, de l'eau, de l'air et de la chaleur. L'été, pas de problème. Mais en hiver, le principal facteur limitant, c'est bien sûr le froid. En dessous de 5 degrés Celsius, l'activité de la plupart des microbes chute brutalement, et à zéro, ils s'endorment complètement. Notre objectif principal pour l'hiver est donc de créer des conditions à l'intérieur du tas qui permettent aux microbes de générer leur propre chaleur. On appelle cela le compostage à chaud. Grâce à l'activité intense de ces micro-organismes, la température au centre du tas peut grimper jusqu'à 60 ou 70 degrés. C'est plus que suffisant pour garantir que le processus ne s'arrête pas, même par grand froid. Bien, commençons par démanteler le mythe le plus répandu. Beaucoup de jardiniers croient que le compost d'hiver n'est qu'un simple lieu de stockage pour la matière organique, en attendant le printemps. Ils se disent « je jette mes déchets et tout démarrera tout seul avec les premières déchaleurs ». C'est une approche fondamentalement erronée. Si vous vous contentez d'entasser les restes de cuisine à un seul endroit, vous n'obtiendrez pas du compost, mais plutôt un bloc congelé malodorant qui mettra des semaines à dégeler au printemps, se transformant finalement en une masse visqueuse et gluante. Le compost d'hiver exige même plus d'attention et une meilleure compréhension des processus que le compost d'été. Ce n'est pas un lieu de stockage, c'est un bioréacteur actif que vous devez démarrer correctement et maintenir constamment en état de fonctionnement. Votre objectif n'est pas de stocker les déchets, mais de les forcer à se décomposer ici et maintenant. Imaginez une sorte de poêle ou de four où vous devez constamment alimenter le foyer avec le bon combustible et dans les bonnes proportions. C'est précisément ce que nous allons apprendre. Oubliez le stockage passif, nous passons maintenant à la production active. Tout commence par une base solide, et pour le compost d'hiver, cela passe d'abord par le choix de l'emplacement. Imaginez que votre tas de compost est une petite maison pour des milliards de micro-organismes. En hiver, ils doivent ainsi sentir le plus confortable possible. L'endroit idéal pour votre composteur hivernal est un coin de votre jardin bien protégé des vents froids du nord. Par exemple, vous pouvez le placer le long d'un mur exposé au sud, celui de la maison ou de l'abri de jardin, ou derrière une palissade pleine. Le vent est l'ennemi numéro 1 de la chaleur. Il chasse les précieux degrés de votre tas. De plus, il est souhaitable que cet endroit bénéficie de quelques heures d'ensoleillement par jour, même en hiver. Certes, le soleil est plus faible et ne chauffe pas comme en été, mais toute énergie supplémentaire est la bienvenue. Assurez-vous également d'avoir un accès facile au composteur, car vous devrez y ajouter régulièrement de nouvelles matières organiques. Évitez de le placer dans le coin le plus éloigné où vous auriez à vous frayer un chemin dans la neige. Un emplacement bien pensé, c'est déjà la moitié du travail accompli pour maintenir la chaleur en hiver. Quand il s'agit de compostage en hiver, la taille est vraiment cruciale. Un petit tas de matière organique gèlera complètement dès la première nuit froide et aucun processus ne pourra s'y enclencher.
Pour que le compost puisse s'autochauffer, il lui faut du volume. La taille minimale recommandée pour un tas de compost hivernal est d'1 m3. Autrement dit, 1 m de large, 1 m de long et 1 m de haut. L'idéal étant même 1,50 m sur 1,50 m sur 1,50 m. Pourquoi une telle exigence? Tout est une question de rapport entre la surface et le volume. Une masse plus importante se refroidit plus lentement et retient mieux la chaleur générée en son centre dans ce qu'on appelle le noyau du tas. Les couches extérieures du tas, environ 20 à 30 cm, peuvent geler et servir d'isolant thermique naturel. C'est une sorte de manteau qui protège le noyau chaud du froid. Si votre tas est trop petit, il gèlera de part en part, et la vie microbiologique s'y arrêtera net jusqu'au printemps. Alors, si vous êtes vraiment sérieux au sujet du compostage hivernal, ne lésinez pas sur la taille, accumulez la matière organique et construisez un tas conséquent et bien établi. Passons maintenant à la structure. Quel type de composteur est le meilleur pour l'hiver? Un tas ouvert ou un bac fermé? Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le tas de compost ouvert est sans doute le choix le plus simple et le moins coûteux. Il est facile à former, simple à brasser et sa taille n'est limitée par rien. Cependant, il est plus vulnérable au vent et perd sa chaleur beaucoup plus rapidement. Un composteur fermé, surtout s'il est fabriqué à partir de planches épaisses ou s'il possède une double paroi, offre une meilleure protection contre le froid et les intempéries. De plus, il est souvent plus soigné et plus esthétique. Mais il présente aussi des inconvénients. Le volume est limité et il est plus difficile de remuer le contenu, surtout pendant l'hiver. Pour les climats rigoureux, la solution idéale est souvent un modèle hybride, un grand bac à 3 compartiments, construit en planches de bois. Cela permet d'accumuler les matières organiques dans la première section, d'assurer une maturation active dans la seconde et de stocker le compost mûr dans la troisième. Il est essentiel que ce bac n'ait pas de fond afin d'assurer le contact avec le sol et de permettre l'accès aux vers de terre. De plus, la paroi avant doit être amovible pour faciliter le travail. La mise en place d'un compost d'hiver s'apparente à la construction d'une maison. Il faut d'abord établir une base solide, garante d'un bon drainage et d'une aération suffisante par le dessous. N'entassez jamais le compost directement sur la terre nue, surtout si le sol est déjà pris par le gel. Il est impératif de disposer au fond du futur bac à compost une couche dite d'aération, épaisse de 15 à 20 cm. Pour cela, l'idéal est d'utiliser des grosses branches, des tiges de tournesol ou de maïs grossièrement hachées ou des copeaux de bois. Ce premier lit remplit 2 fonctions cruciales. Premièrement, elle empêche les matériaux inférieurs de se compacter sous leur propre poids et d'étouffer l'accès à l'oxygène, élément vital pour une décomposition dite à chaud. Deuxièmement, elle agit comme un drain, évacuant l'excès d'eau en cas de redouze imprévue ou si vous avez la main lourde sur l'arrosage. La stagnation de l'eau au fond du tas pendant l'hiver est le chemin le plus sûr vers l'acidification, c'est-à-dire le pourrissement et le gel de la matière. Retenez donc la règle numéro 1. Commencez toujours par une base lâche et aérée, constituée de matériaux organiques grossiers. La clé de la réussite d'un bon compost, et c'est encore plus vrai en hiver, réside dans le maintien d'un équilibre parfait entre 2 types de matériaux, les verts et les bruns. Voyons en détail ce que cela signifie. Les matières vertes sont toutes celles qui sont riches en azote. L'azote agit comme un véritable carburant. La nourriture protéinée qui pousse les micro-organismes à se multiplier rapidement et à dégager beaucoup de chaleur. Dans cette catégorie, on trouve les déchets de cuisine, comme les épluchures de fruits et légumes, la tonte de gazon fraîche, le fumier et les fientes d'oiseaux. Les matières brunes, quant à elles, sont riches en carbone. Le carbone est le matériau de construction du corps des microbes et il forme la base du futur humus. Il assure également une structure aérée et meuble à votre tas de compost. Les matériaux bruns typiques incluent les feuilles mortes, la paille, la sciure, les copeaux de bois ainsi que le papier et le carton.
Le rapport idéal en termes de volume est d'environ 2 à 3 parts de brun pour une part de vert. Si vous mettez trop de matière verte, le tas deviendra vite compact et visqueux, il va se putréfier et dégager de mauvaises odeurs. Si, à l'inverse, vous avez un excès de matière brune, le processus sera excessivement lent et le tas n'arrivera pas à monter en température. Le respect de cet équilibre est absolument fondamental. Pendant l'hiver, la principale est souvent la seule source régulière de matières azotées, que l'on appelle les matières vertes, provient de nos déchets de cuisine. Il n'y a plus d'herbes fraîches disponibles, donc le moindre seau d'épluchure devient précieux, c'est de l'or vert. On y met absolument tout, les épluchures de légumes et de fruits, le marc de café, le thé usagé et les coquilles d'œufs. Pour accélérer la décomposition, il est préférable de broyer ou de hacher les déchets avant de les mettre au compost. Plus la matière est fine, plus rapidement les micro-organismes pourront faire leur travail. Attention, il y a cependant une liste noire. Il est formellement interdit d'ajouter au compost la viande, le poisson, les os, les produits laitiers et les graisses. Bien qu'il s'agisse de matières organiques, leur décomposition attire les nuisibles comme les rongeurs, dégage des odeurs très désagréables et risque de contenir des pathogènes. De même, évitez d'y mettre des quantités importantes d'écorce d'agrumes et de bananes, surtout si vous savez qu'elles ont été traitées avec des produits chimiques. Enfin, stockez vos restes de cuisine dans un bac hermétique ou un seau dédié. Videz-le dans le composteur dès qu'il est plein ou au moins 1 à 2 fois par semaine. Cela évitera que les matières d'un fermentant s'aigrissent dans la chaleur de votre maison. Si l'approvisionnement en matière verte est relativement simple en hiver, la vraie question est: comment se procurer suffisamment de matière brune? Il faut absolument y penser à l'avance, idéalement dès l'automne. C'est votre réserve stratégique de carbone pour toute la saison froide. L'idéal reste la feuille morte bien sèche. Ramassez-la dans de grands sacs et stockez-la près de votre composteur. Non seulement les feuilles sont riches en carbone, mais elles sont aussi d'excellents structurants pour le compost. Un autre excellent matériau, c'est la paille ou le foin. Si vous avez la possibilité d'en obtenir, ils feront une base parfaite. Pensez aussi aux petites branches issues de la taille des arbres passées au broyeur. En dernier recours, vous pouvez utiliser de la sciure ou des copeaux, mais attention, ils ont tendance à se tasser et à rendre le compost trop acide. Et bien sûr, n'oubliez pas le carton et le papier, à condition qu'ils ne contiennent ni encre couleur, ni ruban adhésif. Les boîtes en carton déchiré, les essuie-tout, les boîtes d'œufs, tout cela représente une excellente source de nourriture carbonée pour vos microbes. La règle d'or, gardez vos réserves de matière brune bien au sec pour éviter qu'elles ne gèlent et se transforment en blocs de glace compacts. Pour que notre fourneau hivernal fonctionne, il faut lui donner le bon coup de pouce pour démarrer. Le simple mélange de déchets de cuisine et de feuilles sèches ne suffira pas à fournir l'impulsion de départ nécessaire pour chauffer, surtout quand les températures sont déjà négatives. Pour amorcer le processus, nous avons besoin d'un activateur puissant, une sorte d'allumette pour notre tas. Le meilleur activateur naturel est le fumier frais d'herbivores, celui de vache, de cheval, de lapin ou encore la fiente d'oiseau. Il est extrêmement riche en azote et contient déjà toutes les bonnes souches de micro-organismes dont nous avons besoin. Il suffit d'incorporer 1 ou 2 seaux de ce fumier au centre du tas lors de sa construction pour déclencher une réaction rapide avec un fort dégagement de chaleur. Si le fumier n'est pas disponible, d'autres allumeurs peuvent être utilisés. Par exemple, vous pouvez arroser les couches de compost avec une solution d'urée, carbamide ou de nitrate d'ammonium. Vous pouvez également vous procurer des biopréparations spéciales ou des accélérateurs de compostage dans les jardineries. Ces produits contiennent des souches concentrées de micro-organismes efficaces qui aideront à démarrer rapidement ce processus de combustion. Maintenant que nous avons tous les ingrédients nécessaires, nous pouvons passer à l'assemblage. La bonne méthode pour monter un compost d'hiver ressemble à la préparation d'un gâteau à étages. Il ne suffit pas de tout entasser n'importe comment. Il est essentiel d'alterner les couches pour assurer une répartition équilibrée des composants verts et bruns, ainsi qu'une bonne circulation de l'air. Nous allons commencer par la base avec notre couche de drainage composée de branchages.
Ensuite, déposez une couche de matière brune, par exemple des feuilles sèches, d'environ 15 à 20 cm d'épaisseur. Humidifiez-la légèrement. Par-dessus les feuilles, ajoutez une couche de matière verte, vos déchets de cuisine accumulés sur une épaisseur de 5 à 7 cm. Si vous disposez de fumier ou d'un autre activateur, incorporez-le à ce stade précis. Ensuite, alternez une nouvelle couche de brun, puis de vert. Répétez ce processus jusqu'à épuisement de votre matière organique ou jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur souhaitée. Chaque couche de brun peut être légèrement saupoudrée de terre de votre potager. Cela introduira de précieuses bactéries du sol qui accéléreront le processus. L'eau est la source de toute vie, et pour les micro-organismes qui travaillent dans votre compost, elle est tout aussi vitale que pour nous. L'humidité idéale de votre tas de compost devrait se situer entre 50 et 60%. Au toucher, cela donne la sensation d'une éponge bien essorée. C'est humide, mais l'eau ne doit pas s'écouler si vous serrez un peu de matière dans votre main. Maintenir ce niveau d'humidité est plus difficile en hiver qu'en été. D'un côté, l'air glacial est extrêmement sec et risque d'assécher votre tas. D'un autre côté, l'excès d'humidité est mortel pour le processus, car la masse gorgée d'eau se transformera très rapidement en glace. C'est pourquoi l'arrosage du compost en hiver doit être fait avec une grande prudence, et uniquement avec de l'eau tiède. L'eau froide ne ferait qu'absorber la chaleur précieuse du tas. Alors, comment procéder? Lorsque vous ajoutez une nouvelle couche de matériaux bruns, secs, comme des feuilles mortes ou du carton, arrosez-les légèrement avec un peu d'eau tiède à l'aide d'un arrosoir. Les déchets de cuisine, eux, sont généralement assez humides par nature. Vérifiez régulièrement l'humidité au centre du tas. S'il s'avère qu'il est trop sec, vous pouvez créer quelques petits puits avec un bâton puis y verser délicatement un peu d'eau tiède. L'essentiel est de ne surtout pas avoir la main lourde. Tout comme la nourriture et l'eau, les microbes ont besoin d'oxygène pour assurer une décomposition rapide et efficace. Ce processus est dit aérobie. Sans suffisamment d'air dans le tas, ce sont les processus anaérobies qui démarrent, la putréfaction. Cela s'accompagne d'odeurs désagréables et ne génère pas de chaleur. En été, il est nécessaire de retourner le compost régulièrement pour garantir une bonne aération. En revanche, en hiver, chaque brassage entraîne d'importantes pertes de chaleur. Il faut donc le faire beaucoup moins souvent et surtout le faire intelligemment. Si votre tas est correctement préparé, avec suffisamment de matière carbonée et aérée, l'accès à l'air sera assuré naturellement. Cependant, il est tout de même conseillé d'effectuer une aération douce toutes les 2 à 3 semaines. Pour cela, nul besoin de transvaser ou de retourner l'intégralité du tas. Il suffit de prendre une longue barre, un pic ou une fourche d'aération spéciale et de percer dans le compost plusieurs dizaines de trous profonds jusqu'au fond. Faites-le délicatement, en remuant légèrement le contenu du compost. Cela permettra à l'air de pénétrer en profondeur et empêchera la matière de se compacter. Afin de préserver la chaleur précieuse générée par les micro-organismes au cœur du tas de compost, il est essentiel de bien l'isoler. Nous avons besoin d'une sorte de manteau protecteur, une isolation qui protégera notre bioréacteur du gel et du vent. En hiver, la neige reste le meilleur isolant et le plus naturel. Dès qu'une quantité suffisante de neige est tombée, prenez le temps de former un grand monticule autour et au-dessus de votre composteur. Grâce à sa structure poreuse, la neige est en effet un excellent isolant thermique. Sous une couche de neige de 20 à 30 cm, la température restera nettement plus élevée qu'à l'extérieur. Si l'hiver s'avère peu enneigé, il faudra bien sûr recourir à d'autres matériaux. Vous pouvez entourer le composteur de toutes parts avec des sacs remplis de feuilles sèches ou de paille. De vieilles couvertures, des tapis usagés, des morceaux de polystyrène expansés ou tout autre isolant feront l'affaire. Le sommet du tas peut être recouvert d'un morceau de feutre bitumé ou d'une bâche sombre. Cela permet non seulement d'isoler,
mais également d'attirer les rayons du soleil hivernal, assurant ainsi un chauffage supplémentaire. Comment savoir si tous vos efforts portent leurs fruits et que le processus de compostage est bien lancé? Le moyen le plus fiable est de prendre la température. Pour cela, il vous faudra un thermomètre à compost spécial, long, muni d'une sonde d'au moins 50 cm. Un simple thermomètre d'extérieur ne suffira pas. Périodiquement, idéalement une fois par semaine, insérez le thermomètre au cœur du tas et laissez-le en place pendant quelques minutes. Si la température interne se situe dans la plage de 40 à 65 degrés Celsius, toutes mes félicitations. Votre compost d'hiver fonctionne à merveille. C'est le régime optimal pour les bactéries thermophiles, celles qui effectuent le travail essentiel. Si la température est inférieure à 40 degrés, cela signifie que le processus a ralenti. Il manque peut-être des éléments verts, de l'humidité ou de l'aération. Si, à l'inverse, la température monte au-dessus de 70 degrés, ce n'est pas bon non plus. Le tas risque de surchauffer et les micro-organismes utiles vont commencer à mourir. Dans ce cas, il faut le remuer légèrement pour le faire refroidir. L'une des erreurs les plus courantes et souvent fatales lorsque l'on fait du compost en hiver, c'est l'excès d'humidité. Beaucoup de jardiniers, sachant que les microbes ont besoin d'eau, continuent d'arroser le tas comme en été, où ils jettent sans discernement des déchets de cuisine très humides, sans les alterner avec des matières sèches. En hiver, l'évaporation à la surface du tas est minimale. L'eau superflue n'a donc nulle part où s'échapper. Résultat, la masse de compost se transforme en une bouillie lourde et détrempée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Premièrement, l'eau chasse l'oxygène des pores, ce qui déclenche les processus de putréfaction anaérobie. Deuxièmement, et c'est le pire scénario en hiver, dès la première gelée sérieuse, cette masse humide se transforme en un bloc de glace monolithique. Faire fondre ce glacier et y relancer les processus devient pratiquement impossible avant le printemps. Retenez ceci, il vaut mieux sous-arroser légèrement que d'arroser de trop. Ajoutez toujours des matières brunes, sèches et absorbantes après chaque ajout de déchets de cuisine à queue. L'humidité est votre allié, certes, mais son excès est l'ennemi mortel de votre compost hivernal. Passons à l'erreur fréquente inverse, le manque de matière brune carbonée. Il est courant de voir des jardiniers apporter consciencieusement leur seau d'épluchure de cuisine au tas de compost, mais oublier ou être trop paresseux pour les recouvrir immédiatement de feuilles sèches, de paille ou de carton, toutes ces réserves étant souvent stockées dans des sacs juste à côté. Le résultat est une accumulation d'une masse uniquement verte et humide dans le composteur. Qu'est-ce que cela provoque? Un déséquilibre flagrant du ratio carbone-azote. Le tas devient alors dense, collant, et l'air n'y circule plus du tout. Au lieu d'une décomposition aérobie correcte, on assiste au démarrage de la pourriture anaérobie. Une odeur désagréable d'ammoniac apparaît, signalant la perte de l'azote le plus précieux. La masse ne monte pas en température, elle fermente lentement et s'acidifie. Au printemps, n'espérez pas obtenir un compost meuble effriable. Vous vous retrouverez plutôt avec une substance visqueuse et nauséabonde que vous n'aurez aucune envie d'introduire dans vos parcelles. Par conséquent, ayez toujours sous la main votre stock stratégique de matière brune et n'oubliez jamais la règle du millefeuille à chaque ajout de nouveaux déchets. Cette étape est tout aussi cruciale que les déchets eux-mêmes. Mais que faire si, malgré tout, votre compost a fini par geler? Pas la peine de paniquer et d'attendre le printemps. Dans certains cas, il est tout à fait possible de le réanimer. Avant toute chose, il faut identifier la cause du gel. Le plus souvent, cela est dû soit à un volume insuffisant, soit à un excès d'humidité, soit à un manque de carburant azoté, ce qui maintient la chaleur. Si le tas est trop petit, il faut l'augmenter d'urgence en y ajoutant beaucoup de matière organique fraîche, en particulier du fumier ou de la fiente de volaille, puis bien l'isoler avec de la neige. Si en revanche, votre tas s'est transformé en un bloc de glace compact, la tâche se complique. Essayez de percer plusieurs trous profonds au centre de cette masse à l'aide d'une barre à mine.
Versez ensuite plusieurs seaux d'eau très chaude, pratiquement bouillante, dans ces cavités. Cela pourrait permettre de dégeler le cœur du compost. Immédiatement après, ajoutez dans les trous un puissant activateur, de la fiente fraîche, de l'urée ou un bioproduit spécifique dilué dans de l'eau tiède. Et couvrez immédiatement le tas avec une épaisse couche d'isolant. Cette méthode ne fonctionne pas à tous les coups, mais cela vaut vraiment la peine d'essayer. Les jardineries regorgent aujourd'hui de biostimulants ou d'accélérateurs de compost, souvent étiquetés comme efficaces même par temps froid. Mais fonctionnent-ils réellement durant l'hiver? Il faut bien comprendre qu'un bioproduit, quel qu'il soit, est essentiellement un concentré de micro-organismes vivants ou d'enzymes. Or, peu importe ce que les fabricants promettent, les lois fondamentales de la biologie sont incontournables. Lorsque les températures deviennent négatives, ces micro-organismes, tout comme leurs homologues sauvages présents dans le tas de compost, entrent en état d'anabiose. Il est donc totalement inutile de les verser sur une pile de compost gelée ou durement touchée par le froid. Cependant, ils peuvent se révéler très efficaces comme starter, notamment au tout début du processus, lorsque vous montez votre tas de compost. Il est également judicieux de les appliquer pendant les périodes de redoux. Dès que la température au cœur du compost dépasse les 5 à 10 degrés Celsius, ils aideront alors à accélérer rapidement les processus et à fournir l'impulsion nécessaire pour relancer la montée en température. Utilisez donc ces bioaccélérateurs intelligemment. Voyez-les non pas comme une baguette magique, mais plutôt comme des catalyseurs puissants à utiliser aux moments opportuns. Une question revient souvent. Qu'advient-il des vers de terre et autres organismes utiles du compost pendant l'hiver? Vont-ils tous périr? Bien sûr que non. Ces sages créatures sont parfaitement adaptées au grand froid. Dès que le gel arrive, la majorité des vers et autres invertébrés s'enfoncent dans les couches profondes et non gelées du sol, juste sous le tas de compost. Cependant, une situation unique se produit dans un compost d'hiver bien entretenu et que l'on appelle chaud. Tandis que les couches supérieures et latérales du tas peuvent être complètement gelées, la vie continue dans son cœur chaud et réchauffé. Si, par un jour glacial, vous creusez au centre d'un tel tas, vous y découvrirez avec surprise des vers de terre actifs et vigoureux, poursuivant leur travail incessant de décomposition de la matière organique. Pour eux, c'est une véritable oasis de chaleur au milieu d'un désert de glace. C'est un signe certain que vous faites tout correctement. Votre tas de compost est devenu bien plus qu'un simple bioréacteur, c'est un véritable refuge hivernal pour les précieux habitants du sol. C'est vrai, mais la grande question, quand est-ce qu'on aura le résultat? Combien de temps faut-il vraiment pour qu'un compost d'hiver arrive à maturité? Tout dépend de l'intensité et de l'activité des processus qui se sont déroulés dans votre tas. Si vous avez réussi à maintenir une température élevée dans le tas pendant tout l'hiver, vous pourriez obtenir un compost prêt à l'emploi, parfaitement mûr, dès le début de la saison de jardinage, c'est-à-dire en avril ou en mai. C'est un avantage énorme. Vous aurez ainsi un engrais ultra frais juste au moment de planter vos semis et de repiquer vos plants. Les signes d'un compost fini sont les mêmes que pour celui d'été. Il doit être d'une couleur sombre, presque noire, avoir une structure aérée et friable, et surtout, il doit sentir bon, comme la terre de forêt après une averse. Vous ne devriez plus distinguer les composants initiaux, à l'exception peut-être des matériaux les plus grossiers, comme les grosses branches. En revanche, si le processus a été interrompu et que le tas a refroidi périodiquement, vous obtiendrez probablement un compost semi-mûr au printemps. C'est aussi un excellent résultat. Vous pouvez l'utiliser pour pailler ou l'incorporer directement dans vos buttes auto-fertiles. Il constituera une base magnifique pour assurer la fertilité future de votre sol. Alors, pour résumer et faire le point. Comme vous le voyez, le compostage hivernal n'est pas seulement possible, c'est un processus incroyablement passionnant et bénéfique. La chose essentielle à retenir est celle-ci. En hiver, votre tas de compost n'est pas un simple stock passif, mais un bioréacteur actif qui obéit à ses propres lois. Les lois de la chaleur, de l'humidité, de l'aération et du bon équilibre entre l'azote et le carbone.
Oui, cela demande un peu plus d'effort et de compréhension que le compostage estival, mais la récompense en vaut largement la peine. Et voici une nuance importante. De nombreux agronomes estiment que le compost préparé lentement durant l'hiver est souvent de meilleure qualité et plus riche en nutriments. Les processus y sont plus doux et les éléments précieux ne se volatilisent pas aussi rapidement que pendant la chaleur de l'été. Ainsi, en gérant ce processus, vous ne faites pas que vous débarrasser des déchets, vous créez un véritable or noir pour votre potager, qui donnera un coup de pouce puissant à vos plantes au printemps. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux conseils pour votre jardin et votre potager. Et maintenant, une question pour vous. Comment gérez-vous votre compost en hiver? Le laissez-vous dormir jusqu'au printemps ou essayez-vous, vous aussi, d'y maintenir la vie? Partagez votre expérience dans les commentaires, je suis très curieux de vous lire.